Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, arrêtez de faire du trading. Bien évidemment, c'est une vidéo avec un titre encore un petit peu aguicheur, mais l'idée ici est de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important de s'en tenir à sa stratégie et d'éviter la toxicité des réseaux sociaux qui peuvent malheureusement souvent vous impacter et vous influer à faire tout un tas de choses où on a l'impression de faire correctement les choses, de correctement appliquer des stratégies, alors qu'en réalité, on s'est complètement perdu et on fait un petit peu du tout et n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vais surtout vous parler en fait des 3 principales stratégies qui existent pour investir dans ce marché. Il n'y en a pas d'autres aujourd'hui qui existent, dans les principales en tout cas. Et je vais vraiment vous expliquer que parfois, on peut être amené à mixer ces stratégies. Parfois, c'est absolument pas recommandé de le faire. Et malheureusement, moi, de ce que je remarque aujourd'hui, c'est que dans la plupart des cas, en fait, on essaie de faire un peu de tout. Et on est souvent influencé par beaucoup de personnes qui chacun vont être amenés à faire leur propre stratégie de leur côté. Et nous, comme ça, un petit peu au milieu, perdus, on va regarder plein de vidéos et en fait, on ne saura pas trop quoi faire et on va se retrouver à faire un petit peu de tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est important de bien recadrer les choses maintenant. On est au début d'une potentielle phase de gros bull market. Et je dis toujours le mot potentiel, pourquoi ? Parce que ceux qui vous parlent aujourd'hui de bull market avec une assurance en train de vous dire il y aura un bull market en 2024, il y aura un bull market en 2025, en fait ces personnes n'en savent rien. Ils sont juste en train de faire une supposition, sauf que sur une vidéo, ils ont envie de faire un peu les malins, ou alors parce qu'ils ont une telle grande conviction qu'ils sont sûrs d'eux, mais en général, il faut toujours être prudent par rapport aux gens qui sont sûrs d'eux, dès lors qu'il s'agit de deviner le futur. Personne ne peut deviner le futur, donc affirmer une chose n'a aucun sens. C'est comme dire que demain, je suis certain qu'il fera beau ou qu'il y aura la pluie. En vrai, on n'en sait absolument rien. Et c'est encore pire si on veut faire la météo à dans 6 mois. Au final, c'est du pile ou face. Voilà. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc surtout, vraiment, en général, si quelqu'un affirme quelque chose, ayez vraiment peur et reculez, prenez du recul par rapport à ces personnes-là. Donc voilà un petit peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes différentes lettres d'investissement. Et justement, je vais profiter un petit peu de cet appel pour faire un petit rappel par rapport à ces lettres. Alors, j'ai vu en fait dans ma dernière vidéo qu'il y avait certaines personnes qui avaient eu l'impression que j'étais extrêmement bear dans mes propos et qui ne comprenaient pas au final, moi j'étais acheteur au final et que ça faisait un moment que j'étais exposé dans ce marché. Alors déjà, donc la première des choses qu'il faut que je précise, c'est que dans mes vidéos YouTube, je ne dis pas tout. Et je me livre d'un point de vue personnel beaucoup plus dans mes lettres d'investissement. On va dire entre guillemets, je me mouille un petit peu, même si en réalité, moi je ne me mouille pas. Je pars du principe que je dis ce que j'ai envie de dire, je dis ce que je pense. Les gens ils prennent ou ils prennent pas, je m'en fous complètement. Voilà. Donc je ne suis pas là en fait pour prendre les gens par la main et leur dire ce qu'il faut faire, peu importe. Donc quand même, je me livre un petit peu plus dans les lettres pour une raison principale, c'est que je pars du principe que ceux qui veulent vraiment apprendre, eh ben, ils vont s'inscrire parce que ce n'est pas une connerie à la con, une stratégie marketing à 2 balles vu qu'il n'y a pas de spam qui est envoyé, c'est juste une lettre dans laquelle j'apporte un complément d'information par rapport à mes vidéos et dans lesquelles justement je suis amené à beaucoup plus me livrer. Et donc c'est pour ça que j'étais un petit peu étonné quand même de voir qu'il y avait des personnes qui apparemment, en regardant mes vidéos, avaient l'impression que j'étais extrêmement bear, que j'avais limite déconseillé aux gens d'investir. Alors je vous avoue que j'ai été vraiment surpris de ça parce que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, et je tenais juste à remettre un petit peu les points sur les i par rapport à ça. Là je le referai plus jamais parce que j'ai horreur de ça. J'ai horreur des personnes qui s'accordent des mérites, encore plus sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que très souvent, ça reste du bullshit. Mais bon, peu importe. Là, je vais juste quand même vous mettre la lettre du 8 septembre. 8 septembre 2023, vous voyez, souligné en plus, tout en bas de la lettre, j'indique noir sur blanc que pour ceux qui font de l'investissement, on est dans la meilleure période pour investir. Donc, celui qui me dit que je suis tellement bear que je déconseille aux gens d'investir, pardonnez-moi, mais je ne comprends pas. Vraiment, là, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Alors, bear market ne veut pas dire ne pas acheter. Peut-être que c'est ça le problème. Bear market, parfois j'ai l'impression que c'est un mot qui est péjoratif et qui fait mal à certaines personnes, mais en réalité, dans un marché cyclique, il y a des phases bear, il y a des phases bull,
il y a des phases sans tendance. C'est comme ça. Malheureusement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. Dans une période bear, il faut investir. Dans une période bull, il faut vendre. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Donc, quand je vais commencer à vraiment parler de bull market, ce sera votre signal de vente. Voilà. Donc, quand j'étais extrêmement bear, en fait, peut-être dans les vidéos, et ça voulait dire en fait qu'il fallait acheter. Mais je m'en cache absolument pas parce que c'est le principe même des cycles. On achète quand les valorisations sont en train de baisser. On n'achète pas quand les valorisations sont en train de monter. C'est pas maintenant qu'on va se dire tiens, est-ce que je dois acheter du Bitcoin? On est à 37 000 $ là quand je tourne la vidéo. Tiens, est-ce que c'est maintenant qu'il faut en acheter? Bon, le Bitcoin, moi, j'indique qu'il faut en avoir depuis le début de l'année. Voilà. Et encore une fois, tout est marqué dans mes lettres d'investissement. J'ai toujours indiqué qu'il fallait avoir une exposition minimale de l'ordre de 50% depuis le début de l'année. Donc vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc j'espère avoir un petit peu quand même remis les points sur les i par rapport à ça. Encore une fois, je vois qu'il y a un petit peu cette guéguerre entre le bull, le bear, on est en bull market, on est en alt season, etc. Et chacun essaye de se tirer dessus en mode ceux qui pensent qu'on n'est pas en alt season, au final, c'est des rigolos, ils ne savent juste pas où regarder. Ça, je l'ai vu marquer, je ne sais pas sur quel réseau à la con. Je suis désolé, en fait, mais ce type de raisonnement, c'est un raisonnement de gamin. Je veux dire, il n'y a même pas une réflexion derrière. C'est juste pour avoir raison et pour donner tort aux autres. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme en fait si on était en bull market, il y a 3 altcoins qui sont en train de baisser. Je suis en train de dire on est en bear market parce qu'il y a 3 alts qui sont baissières. C'est complètement con, vraiment. Donc, encore une fois, chacun a sa définition. Au final, il n'y a pas une définition pour définir une alt season. Voilà. Moi, je pars du principe qu'une alt season, c'est quand la dominance du Bitcoin baisse par rapport aux alts. Chose qui n'est pas en train d'arriver à l'heure actuelle. Donc, chacun définit comme il veut. Mais encore une fois de plus, est-ce que vous attendez réellement qu'une personne vous dise on est en alt season pour commencer à investir? J'espère pas. Et pareil pour le bull market ou le bear market. Encore une fois de plus, les avis des uns et des autres d'une part n'ont aucune importance, mais surtout leur interprétation des choses n'a aucune importance. Certains vont vous dire qu'on est en bull market, d'autres vont vous dire qu'on n'y est pas encore, d'autres vont vous dire on est encore en bear market, mais en réalité, on n'en a strictement rien à foutre en fait, parce que chacun a sa propre définition des choses. Chacun va interpréter les graphiques comme il a envie de les interpréter. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de gagner de l'argent, c'est d'être correctement positionné. Et moi, c'est justement mon boulot d'aider un maximum de gens à être correctement positionnés. Et ce boulot, j'estime avoir largement correctement fait les choses. Déjà, je l'ai fait correctement par le passé, mais également cette fois-ci parce que les personnes qui me suivent sont correctement exposées sur ce marché et ce depuis maintenant belle lurette. Donc vraiment, voilà, je pense que c'est important quand même de remettre un petit peu les choses, de recentrer un petit peu les choses et de donner aussi peut-être une réponse à certaines personnes qui n'auraient peut-être pas forcément tout compris, voilà, par rapport à mes discours. Encore une fois, je le répète, vous vous inscrivez aux lettres et vous aurez la totalité des informations. Également, je tiens à rappeler que c'est normal en fait qu'une personne passe de bear à bull. Même en fait, le contraire serait plutôt étonnant. Moi, je déteste tout ce qui est perma. Perma bull et perma bear, je ne supporte pas ces gens. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché qui est cyclique. Donc, être perma quelque chose dans un marché qui est cyclique, ça n'a aucun sens. Il y a des phases haussières, il y a des phases baissières, il y a des phases où on n'est ni bull ni bear, dans les phases de sans tendance. C'est comme ça. Donc être perma quelque chose n'a aucune logique. Parce qu'une personne qui est perma bull, ça fait 2 ans qu'il est recroquevillé dans sa tanière, il fait le dos rond et il attend. Ça sert à quoi en fait? Autant être bear, on est baissier, soit on est baissier, on l'assume, c'est pas un gros mot, on en profite, si on est trader par exemple, on en profite, ou on en profite en plaçant des lignes d'achat plutôt basses, parce qu'on est en bear market, donc on sait que ça va baisser. Mettre un perma bull dans une phase de bear market, ça n'a aucun sens. Tout comme être un perma bear dans une phase de bull market. Là, je vois encore des gens, ça fait des mois et des mois, qui n'arrêtent pas de dire « oui, mais ça se trouve, c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège ». Alors, jusqu'à présent, le piège, c'était jusqu'aux 30 000. Et puis, il disait que tant qu'on ne casse pas la zone des 30 000 $, on est bear. OK. Et puis, on la casse. Ah, mais non, mais c'est un bear trap.
Non, pardon, c'est un bull trap. C'est un bull trap. Donc là, encore une excuse de plus. C'est un bull trap. Attention, prudence, le marché va peut-être faire une déviation et va réintégrer et ce sera le gros signal baissier. Bon, au final, ça ne se produit pas. Ça continue encore à pousser. Ah, mais attendez, il y a une résistance. Il y a encore une résistance à 38 000, à 40 000 $. Donc attention, il y aura une correction. Voilà. Et ainsi de suite. Être perma-bear dans une phase haussière, encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc être perma quelque chose, de mon point de vue, c'est la pire des choses qu'on peut être amené à faire en tant qu'investisseur. Moi, je suis ni perma-bull ni perma-bear, donc j'ai des moments où je suis baissier, j'ai des moments où je suis haussier. Alors parfois, ça choque les gens, parce que sur une vidéo, je peux commencer à dire qu'on est en bear market, puis un mois après, je fais une vidéo, je dis on commence à être en bull market. Apparemment, ça choque des gens. Ben, je suis désolé en fait, mais si ça vous choque, c'est vous le problème. Voilà, et c'est pas moi. Donc, je pense qu'encore une fois de plus, c'est important quand même d'avoir ce raisonnement-là. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on gagne dans ce marché. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans ce marché? Il n'y a pas 10 000 stratégies. Voilà. Je ne vais pas commencer à tourner autour du pot, il n'y a pas 10 000 stratégies. Il y en a 4. En réalité, il n'y en a que 3 parce que vous verrez qu'en réalité, il y en a 2 qui sont plus ou moins similaires. Moi, j'ai fait toutes ces stratégies-là. Je suis passé par une expérience sur toutes ces stratégies. Aujourd'hui, je fais un petit peu un mix de ces différentes stratégies-là. Mais attention, je fais un mix parce que j'ai tout testé. Enfin, j'ai testé chacune de ces stratégies sur une longue période de temps, parfois même sur un cycle entier. Voilà. Donc j'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour me dire, ok, je peux faire un peu de tout parce que j'ai ce recul et j'ai cette expérience-là. Donc déjà, la première des stratégies, c'est celle qu'on entend très souvent, c'est le fameux investissement sous forme de buy and hold. Donc on fait un petit DCA où on va mettre directement des cartouches sur des projets avec un horizon d'investissement. En général, on est sur 2 à 3 ans. Alors parfois, malheureusement, certaines personnes prennent au pied de la lettre le mot buy and hold et ils se retrouvent à holder tellement longtemps qu'au final, ils passent complètement à côté du cycle. Donc ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Alors c'est OK sur du Bitcoin, c'est OK sur de l'Ether, mais sur un shitcoin, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est un peu le gros du problème. Mais grosso modo, c'est la principale des stratégies et c'est la stratégie qui est appliquée par quasiment tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde, quand il veut rentrer dans ce marché, il fait de l'investissement. Il fait du buy and hold, il fait son petit DCA ou son value averaging. Il investit, il prend du BTC, il prend de l'Ether, il prend quelques alts par-ci par-là. C'est une stratégie que moi je recommande pour n'importe quelle personne qui n'a pas trop de temps, pas trop de connaissances là-dedans, qui a envie de mettre un pied dans ce marché. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'avec des stratégies comme ça, on vend quasiment jamais, ou en tout cas la vente est très complexe. Voilà. Même si on se dit j'investis pour 2 ou 3 ans, hein, quand vous serez en pleine phase de bull market, au final vous serez tellement influencé par tout le monde qui vous dira ça monte, vendez pas, que malheureusement vous ne vendrez pas. Et quand vous vous serez pris moins 50%, là vous allez commencer à réfléchir à vendre alors que ce sera beaucoup trop tard. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le problème de ces stratégies-là, c'est que vu qu'on n'est pas souvent habitué à vendre, et qu'au début, ça va être compliqué de cliquer sur le bouton pour vendre, et ben, c'est des stratégies où parfois, c'est un peu le piège. C'est qu'on va très très bien rentrer, mais par contre, ce qui va se passer par la suite, ce sera un gros foutoir. Voilà. Ce sera un gros foutoir. Soit on va complètement dévier de la stratégie. On part sur un investissement classique, on avait un portefeuille initial, et au final, on va tellement être influencé, encore une fois, parce qu'en général, c'est surtout de l'influence par rapport aux réseaux sociaux qui pose problème, qu'on va se retrouver à plus du tout faire de l'investissement. Là, c'est ce que je vois aujourd'hui. Par exemple, c'est d'où le titre de la vidéo. Je vois beaucoup de personnes qui, à la base, partaient sur un investissement, partaient sur une stratégie à 2 ou 3 ans, et ça fait 3 semaines qu'il y a quelques alts qui sont en train de pumper, et ils sont tous comme des fous là-dessus, en train de se dire, je suis en train de rater des opportunités, et donc ils vont commencer à acheter. Et puis on prend du Sol, et puis on prend du Link, on prend du Rune. Et au final, on achète ça, pas forcément sur des très très bons niveaux. Ça monte, génial, on gagne de l'argent. On n'a aucune stratégie de revente et surtout, on n'a aucune gestion du risque. Parce qu'en fait, on s'expose à beaucoup plus de risques, on ne s'en rend parfois même pas compte. Alors quand tout monte, tout va bien. Il n'y a aucun problème, on est en bull market. Mais le problème, c'est que dès que les choses vont commencer à se corser,
parce qu'elles vont se corser, et bien là, ça va commencer à piquer. Et comme toujours, je le répéterai toujours, c'est cette notion de timing, personne ne la maîtrise. Ça veut dire qu'on peut être en bull market sur une période de 1 mois, comme sur une période de 6 mois. Cette phase de timing, on ne la maîtrise pas. Donc le problème, c'est que si on ne maîtrise pas son risque et qu'on n'a pas une vraie stratégie, le moindre retournement, on va se le prendre dans la gueule. Et donc ça, c'est la pire des choses, parce qu'en plus de ça, vous allez complexifier votre portefeuille à même plus savoir quoi en faire. Ça veut dire que vous aurez investi dans 40 alt. Alors génial, en phase de boule, il y a tout qui monte, le portefeuille va exploser, vous surperformez le Bitcoin, vous surperformez l'Ether, vous surperformez peut-être même ma stratégie, etc. Et vous allez vous sentir surpuissant. Le problème, c'est qu'un portefeuille avec trop d'alt, c'est ingérable déjà de base. C'est complètement ingérable, c'est impossible de suivre alt par alt pour correctement essayer de sortir en fait de ces altcoins-là. Ces altcoins qui vous auront fait gagner de l'argent, il y aura une attache émotionnelle par rapport à ces projets. Vous allez les défendre bec et ongle dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y aura des personnes qui vont commencer à dire attention, peut-être que ça a un petit peu trop monté, vous allez être là, mais non, absolument pas, on est en bull market, c'est que le début, etc., etc. Au final, vous serez incapable de les vendre. En plus de ça, vous n'avez aucune stratégie pour les vendre. Et en plus de ça, vous n'avez aucune réelle stratégie. Donc, c'est un foutoir total et vous allez juste faire n'importe quoi. Alors, dans le meilleur des cas, vous allez quand même vous en sortir un petit peu parce que même si le marché va se retourner, peut-être que vous arriverez à vendre à peu près en limitant la casse, voir si vous êtes un peu trop débutant, j'allais dire un peu trop bête, mais en réalité non, parce qu'en fait on est tous passés par là. Voilà. Même moi j'ai été bête à un moment sur ces marchés. En fait on va rien faire. Voilà, on va rien faire, on va tout encaisser à la baisse parce qu'on va être dans le déni total. Mais non, on est encore en bull market. Voilà. Le fameux permabull, voilà, qui est haussier dans une tendance baissière, encore une fois. Voilà. Donc ça c'est le gros du problème, c'est qu'on dérive très rapidement. En fait, moi, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, l'être humain a beaucoup de mal à être structuré et à s'en tenir à une stratégie. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai une stratégie qui est extrêmement simple. C'est une stratégie en gestion active. Et justement, on va en venir par rapport à ça. Donc, la deuxième des stratégies d'investissement, c'est une stratégie en gestion beaucoup plus active. Ça veut dire qu'on va être capable de timer un petit peu plus le marché avec des niveaux d'entrée et des niveaux de sortie, voilà, qui vont être soit gérés par des algorithmes de trading, soit de manière discrétionnaire, comme c'est ce que moi je fais par exemple. Moi, c'est moi qui prends les décisions en me basant sur plusieurs critères, que ce soit de l'AT, analyse technique, analyse fondamentale et même d'autres types d'indicateurs qui peuvent également être assez intéressants. Voilà. Et puis moi, j'ai un mix de tout ça qui me permet de savoir si on est sur des niveaux, par exemple, si on tape une résistance sur une analyse technique, ce n'est pas pour autant un niveau de vente. Parce que si jamais derrière on a encore énormément de marge à la hausse, qu'on est peut-être au tout début d'une grosse phase haussière, sortir trop tôt, ce n'est pas forcément non plus une très très bonne idée. Donc il faut un mix en termes d'indicateurs. Ça c'est tout ce que j'explique notamment dans Club Invest, dans mon club privé. Donc ça c'est ma stratégie qui est extrêmement similaire à la troisième qui s'appelle le swing trading. Donc ça, le swing trading, vous en avez sûrement entendu parler. En fait, c'est plus ou moins pareil. Le but, c'est de rentrer au début d'un nouveau cycle, en général en pyramidant ses positions sur 2, 3 ou 4 fois. Moi, c'est exactement ce que je fais. Et en essayant de rester le plus longtemps possible exposé au marché et ensuite de commencer à réalléger. En général, on va essayer d'alléger un petit peu en amont avant d'avoir vraiment des signaux baissiers parce qu'on a par exemple des signaux vraiment d'exagération. Et ensuite sur confirmation pour complètement sortir du marché. Encore une fois, rester exposé à un marché qui est en train de se retourner. On peut le faire si on veut vraiment garder un Bitcoin pour juste dire j'ai un Bitcoin, why not? Mais sinon, sur un marché qui est vraiment en train de se retourner, voilà, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Moi, c'est pour ça qu'en 2022, j'étais quasiment 100% liquide. J'étais complètement sorti du marché et je ne me suis réexposé à ce marché qu'en 2023. Donc ça a pris plus d'une année. Voilà. Et ça ne me pose aucun problème d'être complètement liquide durant une année parce que je suis autant capable d'être haussier que baissier, voire même voilà, dans une phase de range, même si les phases de range au final n'ont pas duré très longtemps. Quatrième solution, c'est de faire du trading. On fait du trading, là il n'y a aucun problème, on peut être sur tous les coups. On peut être sur Sol, on peut être sur Link, on peut être sur Rune, on profite correctement des vagues de hausse, etc. etc. Et le problème, malheureusement, que moi je me rends compte, c'est que j'ai l'impression que tout le monde veut faire du trading. C'est-à-dire que dès l'instant où moi on me parle de j'ai du Link, j'ai du Sol, j'ai du Rune, j'ai ci, j'ai ça,
j'ai tel projet qui va peut-être pumper, etc., etc. Au final, on a 40 projets différents. Je suis désolé en fait, mais mis à part si vous êtes trader, comment vous gérez vos risques? Alors soit au final, vous gérez votre risque comme certains le font à leur début, ça veut dire l'argent qu'ils mettent, c'est un ticket de loto. C'est soit je gagne, soit je perds tout, mais sinon je m'en fous. Bon, au moins le risque est contrôlé dans le sens où vous savez ce que vous pouvez perdre. Mais ça, on peut se le permettre sur des petites sommes. Oui, si vous avez 5 000 balles ou 10 000 balles, bah oui, on peut faire comme ça. Effectivement, on peut faire ça. On peut se dire, j'ai envie de faire un gros coup. Why not? Enfin, je ne pourrais pas dire le contraire parce que d'une manière ou d'une autre, moi, ce n'est pas forcément ce que j'ai fait, mais j'en connais qui l'ont fait et pour qui ça a marché. J'en connais aussi beaucoup qui l'ont fait et qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la crypto. Bref, peu importe. Mais dès qu'on commence à être un peu sérieux, on va dire en termes de capital, à mon avis, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Donc le trading de court terme, ça permet d'avoir peut-être 10, 15 positions ouvertes sur pas mal d'alt. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une gestion du risque qui est extrêmement stricte, qu'on a été capable de rentrer très souvent en plusieurs fois avec des stocks de sécurité. On fait systématiquement des prises de profit. Le trader, il sait vendre. Lui, pour le coup, il passe son temps à faire que acheter et vendre en permanence. Chose que beaucoup de personnes ne savent pas faire. Ils ne savent pas vendre leur projet. Le trader, lui, il s'en fout complètement. Il a ses différents niveaux de take profit. Si ça retrace, qu'on reste sur une dynamique haussière, il va compound, il va reprendre des positions. Sur les retracements, sur des phases de consolidation et boum, ça repart, il va re-rentrer. J'en connais sur Sol qui, ça fait un mois, qui traitent Sol. Et tous les jours, ils sont devant. Tous les jours, ils sont là, ils prennent leur profit, ça retrace, ils re-rentrent, ça remonte, etc. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça, c'est une question en fait qu'il faut se poser, c'est pourquoi ils passent leur journée à faire ça? Certains vont vous dire, oui, mais il suffirait juste de rentrer au début et ensuite de tranquillement surfer la vague. Alors, ça, c'est uniquement ce qu'on vous dit en théorie. Voilà. Dans la pratique, déjà d'une, c'est tout autre. Rentrer au début du mouvement et réussir à tenir votre position sur toute la vague de hausse, déjà, ça demande une maîtrise parfaite de ses émotions et avoir une stratégie qui est tellement claire que vous n'allez absolument pas vouloir sortir de votre stratégie. Donc, ça demande beaucoup d'expérience en général. Voilà. Si on a beaucoup d'expérience, on peut réussir à faire ce genre de choses. C'est également le cas si le capital investi n'est pas énorme par rapport à son capital total. Si moi, je mets 5% de mon capital sur un truc comme Sol et qui fait que monter, je m'en fous complètement. En fait, en réalité, j'y accorde que peu d'importance et je me dis, je vais regarder ce qui se passe quand j'aurai mes signaux vendeurs sur Bitcoin. Voilà. Et ça peut être une très très bonne stratégie pour le coup. Sauf que, encore une fois, ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on va être totalement obsédé par son portefeuille et tous les jours, toutes les heures, on va regarder son portefeuille Sol, on est à combien? Voilà. Et à un moment, on va se prendre moins 15, moins 20 et là, on va paniquer. Et là, on va commencer à vendre. Et au final, on aura beaucoup de mal à re-rentrer après. Ou alors pire, on va re-rentrer beaucoup plus haut. Alors que le trader, lui, il va vendre sur des paliers techniques et il va racheter de la même manière sur des niveaux où il peut gérer correctement son risque. Et s'il passe son temps à faire ça, c'est parce que quand lui, il y aura un gros retournement, et il y aura un gros retournement, il y aura un gros squeeze à un moment où le Sol, par exemple, va se prendre moins 30% dans la gueule, il va liquider une bonne partie des gens qui ont mis un peu trop d'effet de levier, qui étaient un peu trop sur d'eux. Lui, le trader, il ne se prendra pas moins 30. Il se prendra peut-être moins 2, moins 3%. Alors certes, en termes de performance, il fera moins bien qu'une personne qui fait que du swing, qui a acheté et qui va tranquillement attendre. Mais par contre, son portefeuille sera beaucoup moins volatile et il aura une gestion du risque qui sera beaucoup plus stricte. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un trader, en général, il ne fait pas forcément que du trading. Il va également être amené à faire du swing. Donc, il fait un peu des deux. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à avoir plusieurs types de portefeuilles avec des niveaux de risque différents. Mais ça, c'est quand on a réussi à atteindre un certain niveau, qu'on a un certain capital, qu'on a une certaine expérience. On peut se permettre de faire du trading d'un côté. On peut faire également un petit peu de swing si on veut laisser parfois courir un petit peu certaines positions, voire même prendre sur du spot quelques alts plus sur du buy and hold pour le prochain cycle, ou en tout cas pour la phase haussière actuelle, qu'on sera capable de garder 6 mois, 12 mois. Mais si ce portefeuille-là, il se prend une claque, le trader, il s'en fout complètement. Parce que lui, il a ses positions en swing et il a ses positions en day trading qui vont lui rapporter de l'argent. Donc, ils s'en fout complètement. Mais en général, c'est plus dans ce sens-là. On est trader, on fait du swing et on fait de l'investissement.
En général, ça ne marche pas trop bien dans l'autre sens. On est investisseur, on n'y connaît rien au swing, on n'y connaît rien au day trading et en fait, on s'improvise pour tout. Et c'est ça, on va dire aujourd'hui, le plus gros du problème. C'est que les gens s'improvisent très souvent sur tout au lieu de se concentrer sur une seule chose à la fois. Voilà, on veut faire du swing, en même temps on veut faire du day trading et on veut aussi faire de l'investissement. Bon, et le problème c'est que déjà, apprenez à faire une chose correctement et commencez à vraiment gagner de l'argent avec une seule stratégie. Et partez du principe qu'il faut arrêter de vous dire c'est le coup du siècle. Voilà, c'est le coup du siècle. Moi, ça fait 3 fois qu'on me le fait. Moi, c'est depuis 2014-2015 que j'entends déjà ce sera le dernier bull market. Puis après 2017, bon, ce sera le dernier. Puis ensuite 2020-2021, il n'y aura plus jamais de bull market. Voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, on est encore en train éventuellement de repartir sur une phase bull. Donc les opportunités, en vrai, elles seront toujours présentes. Et si ce n'est pas sur les cryptos, elles le seront ailleurs. Voilà. Pourquoi? Parce que l'humain ne change pas. Voilà. Pour une raison simple, et je ferai justement une vidéo par rapport à ça, que j'ai même déjà tourné avec Guillaume pour expliquer en fait pourquoi est-ce que les cycles, au final, ils ont quand même tendance à se répéter plus ou moins de la même manière. C'est parce que l'être humain, il ne change pas. Voilà. Donc ça, gardez-le bien en tête. Donc, moi, n'oubliez pas également que dans mes vidéos, je pars du principe que la plupart des gens qui m'écoutent sont des investisseurs. Je ne pense pas avoir une chaîne très orientée trading. Donc, quand je parle des altcoins, par exemple, et que je dis attention par rapport aux alts, attention à bien les choisir, c'est parce que je pars du principe que vous êtes un investisseur de long terme qui allait faire probablement du buy and hold avec un petit DCA ou du value averaging et que la sélection des altcoins est extrêmement importante. Je rappelle encore une fois, vous me direz peut-être que je radote, mais ce n'est pas parce qu'une alt est en train de monter que c'est un super projet. Alors je sais que très souvent on fait le parallèle, ça monte, c'est génial, ça monte, l'activité sur le réseau, elle augmente. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un projet est bon parce qu'il y a une activité sur le réseau, parce que le token est en train de pumper? Je suis désolé en fait, mais c'est complètement ridicule ce raisonnement. Il ne tient pas la route. Enfin, et même moi en le disant, je pense que vous comprenez très bien qu'il ne tient absolument pas la route. Ce n'est pas parce qu'un token est en train de pumper que le projet est bon, que le projet même est encore en vie, que derrière il y a une véritable innovation. Alors après, je sais qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui pump, il y a tout un tas de personnes fanatiques du projet parce qu'ils ont gagné de l'argent avec ce projet et qui vont vous dire que c'est le futur Bitcoin ou le prochain Ethereum. Très bien, mais ça c'est à chaque fois pareil. Et pourtant à chaque fois, qu'est-ce qu'on remarque? Ces projets après ils se reprennent moins 99%, toute la communauté se fait rincer et par contre les vrais mastodontes, eux ils sont toujours là. Voilà. Et bis repetita, ça va exactement se répéter de la même manière. Donc moi je m'adresse avant tout à des investisseurs et je connais les risques d'investir dans des shitcoins sur le long terme. Voilà. Et notamment le plus gros risque, c'est la sous-performance. Je regardais encore, il n'y a encore pas très longtemps, là, certaines très très anciennes alts, comme Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, etc. Et en fait, je suis fasciné parce que je me suis dit, XRP, par exemple, depuis 2013, il sous-performe Bitcoin. Et de mémoire, on était à plus de 50% de sous-performance. Je ne sais même pas si les gens ils se rendent compte du manque à gagner. Sur 10 ans, on a un actif qui fait que sous-performer Bitcoin. Et pourtant, il y a encore des personnes qui sont persuadées qu'un jour, il va se mettre à re-surperformer Bitcoin. Je suis désolé en fait, mais ça, ce n'est pas de l'investissement qui est rationnel. On investit en fait dans des actifs qui ont une forte probabilité à surperformer. L'Ethereum, son graphique, lui, est beaucoup plus haussier versus Bitcoin. Et même le BNB, qui n'est pas forcément le meilleur des tokens, qui a la meilleure analyse technique aujourd'hui, je suis désolé, versus Bitcoin, il est haussier. Ça monte. Alors qu'il y a d'autres alts où les gens sont totalement fanatiques par rapport à ce projet. Ça fait 10 ans que le bordel, au mieux, il range. Au pire, il fait que baisser par rapport au Bitcoin. Et je ne compare même pas par rapport à l'Ether, vu que l'Ether est haussier par rapport au Bitcoin. Donc, c'est encore pire. Et il faut vraiment le voir comme un manque à gagner. Alors, ok, certains vont me dire, on a gagné plein d'argent avec ça. Ouais, mais tu as fait moins 50% par rapport au Bitcoin. Est-ce que tu te rends compte le manque à gagner sur une aussi longue période de temps? Juste pourquoi? Pour avoir raison au final? Pour se dire, moi j'ai investi là-dedans parce que j'étais persuadé en fait que j'avais raison? Mais dans ce cas-là, allez jouer au loto directement. Mais sinon, investissez de manière intelligente. Prenez du recul. Et les émotions et les attachements au projet, on les fout à la poubelle.
ce n'est pas du tout le rôle de l'investisseur d'être attaché émotionnellement à un projet. Voilà. Après, on peut investir par conviction, mais on le fait en connaissance de cause. Et on comprend que le risque, c'est qu'on est peut-être totalement biaisé par rapport à nos convictions, qu'on va investir un ticket, mais partez du principe qu'il y a plus de chances de perdre ce ticket que de réussir à en tirer avec du profit. Voilà. Donc j'espère en tout cas que c'est clair par rapport à ça. Donc moi, la gestion active, c'est ce que je fais et c'est ce que je recommande. Mais le problème, il est où? Le problème, c'est que la gestion active, ça demande de l'expérience et beaucoup de compétences. Parce que plus vous serez amené à devoir prendre des décisions, plus vous serez amené à faire des erreurs à un moment ou à un autre. C'est pour ça en fait qu'on vous dit à chaque fois, que je vous dis en tout cas, d'aller vers la simplicité. Parce que plus vous allez chercher des stratégies qui sont simples, moins vous serez soumis à faire des erreurs. Plus vous allez commencer à vous disperser à droite et à gauche. Ah, je veux être sur tel projet qui est en train de pumper. Ah, je veux être ci, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux investir sur tel projet, etc. Plus vous ajoutez de la complexité, plus vous augmentez le chance de faire des erreurs. Et des erreurs, vous en ferez. Je vous rappelle que tout le monde en fait. J'en fais toujours et je continuerai à en faire. Le but, c'est d'en faire le moins possible, mais on n'est pas devin. Donc, ça veut dire que dès l'instant où on n'est pas devin, on est toujours amené à continuellement faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours gérer son risque, toujours rester humble. Ça, c'est aussi une des qualités de mon point de vue qui est extrêmement importante, c'est l'humilité. Malheureusement, ça manque un petit peu ça sur les réseaux sociaux d'humilité. Je vois beaucoup de personnes qui se vantent systématiquement ou qui vont s'accorder des mérites. Et moi, ce qui me fascine le plus, c'est de voir des analystes. J'ai rien contre eux. Très bien, ils font leur job, mais des analystes ne sont pas des traders. C'est-à-dire que les analystes sont là pour analyser des graphes. Point barre. Okay, donc, je ne comprends pas en fait quand des analystes s'accordent du crédit quand il y a des alts ou n'importe quelle crypto qu'ils ont analysé qui est en train de monter. Je ne comprends pas. À quel moment ils ont dit qu'il fallait acheter? À quel moment? À aucun moment. Ils sont analystes. Donc eux, ils sont juste là en train de dire, voilà, la configuration de prix, on est sur une phase de range, ça peut monter, ça peut baisser. Voilà. Et parce qu'ils ont dit ça un jour, aujourd'hui, ils sont là en train de vous dire, je vous l'avais dit les gars quand même pour Link, je vous l'avais dit, on était en belle phase de compression. Sérieusement quoi. Non mais il n'y a rien de pire que ça quoi. L'humilité, ça ferait quand même du bien à beaucoup de monde. Tout comme ceux qui n'arrêtent pas de partager leur fameux PNL en pourcentage systématiquement sur les réseaux sociaux. Moi ça me fascine toujours parce que je vois personne partager un PNL en dollars. Personne. À chaque fois, ils sont tous là avec leur effet de levier 50 de paramétrer pour avoir des gros pourcentages, en train de nous partager des plus 200, des plus 300%. Et tout ça, en fait, le problème, c'est que pour le débutant qui ne comprend rien, mais il est en train de se dire, mais je suis en train de passer à côté de toutes les opportunités. Alors qu'en réalité, absolument pas. Et vous voyez, en fait, que c'est vraiment tellement néfaste, ces réseaux sociaux, en fait, techniquement, qui ne servent à rien. Moi, je vous le dis, si vous avez une stratégie d'investissement classique, les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. Écouter l'avis de un tel ou de un tel, ça ne sert à rien. Même mon avis, techniquement, il vous sert à rien. Vous avez votre stratégie, vous l'appliquez. Point barre. Les avis de un tel ou un tel, vous vous en foutez complètement. Parce que honnêtement, ça n'a aucune importance. Chacun a son avis et chacun va se tromper à un moment ou à un autre. Donc de toute façon, ça sert à quoi en fait d'avoir les avis des uns et des autres? Mis à part juste vous apporter encore plus de confusion. Parce qu'un tel va dire on est boule, l'autre va dire on n'y est pas encore, l'autre c'est un perma-bear, il va dire qu'on est encore en bear market. Ça sert à quoi en fait tout simplement? Ça sert à rien. Et si vous suivez en plus que des perma-boules par exemple, ben vous serez tout le temps incité pour acheter. Ou un perma-bear. Enfin, je pense que vous comprenez un petit peu le raisonnement. Donc moi je fais de la gestion active. Maintenant, je sais pertinemment que c'est très compliqué de prendre des décisions et qu'on est toujours amené à faire des erreurs. Donc, prudence par rapport à ça, c'est de mon point de vue la meilleure des stratégies, sauf que moi, j'ai mis en place une stratégie comme ça après pratiquement plus de 3 ou 4 ans d'expérience dans ce marché pour vraiment arriver à un truc qui tient la route et surtout à une stratégie à laquelle j'arrive à m'y tenir. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que je partage dans mon club privé et j'envoie bien évidemment ce que je fais.
en termes d'exposition par exemple. Et justement, donc pour clôturer, hein, ceux qui disent que je suis extrêmement bear, on va clôturer par rapport à ça. Parce que je vous avoue que je l'ai un peu mal pris. Franchement, je l'ai mal pris parce que moi, je passe mon temps à donner beaucoup d'infos. Je me mouille sur pas mal de choses. Et me dire que certaines personnes disent que je suis extrêmement bear et que limite, à cause de moi, certains sont en train de rater des opportunités, je vous avoue que je l'ai quand même mal pris, même si en général, je tends à toujours ignorer les avis plus ou moins négatifs. Là, je vous mets rapidement donc une capture d'écran des signaux de trading que j'envoie par rapport justement à ma stratégie de gestion active. J'avais lancé un risque supplémentaire, donc on avait une exposition à 75% au marché crypto. On était le 23 octobre, avant la cassure des 32. Et en plus, le scénario, c'était pour se protéger d'une cassure des 32 000 $. Voilà. Donc encore une fois, c'est un scénario, il s'est produit, il aurait pu ne pas se produire, on aurait pu se faire invalider, peu importe. C'est juste quand même pour répondre encore à ces personnes qui disent qu'apparemment j'ai carrément fait limite un manque à gagner à beaucoup de personnes en m'écoutant parce qu'apparemment j'aurais été trop bear. Bon, écoutez, j'espère avoir quand même remis un petit peu les points sur les i par rapport à tout ça. Donc, j'espère que c'est clair par rapport aux différentes stratégies. Donc, si vous voulez être sur tous les coups, faites du trading, mais faites-le vraiment. Ne faites pas semblant. Je ne suis pas là en train de dire que faire du trading, c'est impossible. Non, loin de là. Tout le monde, en fait, peut, d'une manière ou d'une autre, faire du trading. Mais faites que du trading. D'accord ? Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, concentrez-vous sur une seule chose à la fois, s'il vous plaît. Faites que du trading. C'est très bien si vous voulez faire ça. Sachez une chose, c'est que c'est un boulot à temps plein. Les traders du dimanche, ça c'est juste des conneries. D'accord ? Personne n'est trader du dimanche. Le trading, c'est tous les jours. Surtout au début. Je sais que parfois on essaie de vous vendre des conneries en mode le trader qui travaille que 30 minutes par jour ou ces conneries-là. Ça, c'est pas du tout pour les débutants. Un débutant, il doit bouffer du graphe, il doit bouffer du trading sur des mois et des mois, voire même des années, avant peut-être d'avoir une stratégie un peu moins active, mais qui va plus se tourner sur une gestion active de portefeuille, où là, effectivement, ça peut demander beaucoup moins de temps. Moi, il est clair que ma stratégie aujourd'hui, c'est même pas 5 minutes par jour. Voilà. En fait, j'ai juste à prendre une décision, c'est est-ce que je prends encore un peu plus de risques ou pas. Basta, mon plan, il est prêt. Voilà. Et ça ne me prend même pas 5 minutes. En vrai, voilà, ça tourne tout seul, en réalité. Mais par contre, ce n'est pas du trading. Je considère plus ça comme de la gestion active de portefeuille que du trading parce que je n'ai pas de stop placé, je n'ai pas des zones de take profit systématiques, etc., etc. Donc voilà, après, encore une fois, chacun donne le nom qu'il a envie de donner. Certains vont dire que c'est plus du swing. Pour moi, je trouve que c'est plus une gestion active que même du swing trading. Mais bon, peu importe. Et donc, le trading, il faut le bouffer, c'est un métier. Donc c'est un boulot à temps plein. C'est tous les jours. Il faut commencer tout de suite avec un vrai capital de trading. Donc au moins avec quelques milliers de dollars, histoire de quand même jouer pour de vrai. Et pas sur les comptes de démo à la con qui servent absolument à rien. Et ensuite, partez du principe que il faudra un vrai capital de trading à un moment ou à un autre pour vraiment être rentable. Et sachez qu'un vrai capital de trading, c'est entre 50 et 100 000 dollars. Voilà. Et là, on peut commencer à jouer, on va dire, dans la cour des grands des traders particuliers, où vous pourrez commencer à vraiment vous dégager des revenus qui sont importants. Mais de nouveau, faites les choses correctement. Commencez pas tout de suite avec un effet de levier de 10 en mode j'ai pas beaucoup de capital, j'ai que 2000 balles, donc je prends un effet de levier de 10 ou de 20. Comme ça, j'aurai un vrai capital. Bon, ça, c'est juste le meilleur moyen pour se faire liquider parce que vous n'avez pas l'expérience. Donc, encore une fois, faites les choses correctement. Ça prend le temps. Ça demande en général plusieurs mois. Il y a certaines personnes au bout d'une année de trading qui ont pu correctement faire les choses. D'autres, ça va demander un peu plus de temps. Tout va dépendre de l'implication. Donc le trading, encore une fois, ça correspond à certaines personnes, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Moi, par exemple, ça ne me correspond pas. Passer ma journée devant les graphes, pour passer mon temps à analyser les altcoins, pour me dire ok, là je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. En fait, moi, j'accepte plus de volatilité. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise avec une stratégie en gestion active. Mais certaines personnes détestent la volatilité. Et donc, ils n'aiment pas avoir plus que moins 5% sur un portefeuille. Donc, dans ce cas-là, oui, ça peut avoir du sens, clairement, de se tourner vers le trading. Mais tournez-vous vers là où ça a du sens pour vous et non pas là où les gains sont. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, moi, je vais là où ça rapporte le plus. Bon, mais quelle connerie!
Quelle connerie encore une fois, parce que en réalité, chacune des stratégies va avoir des avantages et des inconvénients et ne sont pas du tout adaptées pour tout le monde en fonction en plus de votre appétence pour le risque, votre gestion des émotions, votre capital également. Il est certain que si on a un gros capital, autant tout de suite faire, on va dire, de la gestion active, ça peut être beaucoup mieux, alors que le trading, c'est plus important, je pense, pour se construire un capital. Parce qu'on peut vraiment se construire beaucoup plus vite un capital en day trading qu'en swing, parce que le problème du swing, c'est qu'il faut attendre des tendances. Alors là, aujourd'hui, on est probablement au début d'une nouvelle tendance, mais celui qui a commencé le swing il y a un an, en fait, la première année, il n'a rien fait. Alors que le trader, lui, il a déjà commencé à bosser, et notamment à bosser en étant vendeur, vu qu'on était sur une phase de bear market. Voilà. Donc voilà un petit peu en tout cas par rapport à tout ça. Donc vraiment, la finalité de la vidéo, c'est concentrez-vous, recentrez-vous sur une ou plusieurs stratégies. Mais si vous êtes débutant sur une stratégie, évitez de vous éparpiller à droite et à gauche. À vouloir être partout, vous êtes nulle part. Et au final, vous serez incapable de gérer quoi que ce soit. Voilà. Et croyez-moi que c'est l'expérience qui parle et ce n'est pas que la mienne. C'est un constat. C'est un constat de beaucoup de personnes que j'ai pu coacher, que j'ai pu suivre, qui ont fait toutes ces erreurs-là et qui l'ont tous regretté à un moment ou à un autre. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça pourra en aider certains, même si je sais que là, de par nature, beaucoup de personnes ne vont pas me croire sur parole et d'une manière ou d'une autre, ils auront raison. Et ils vont quand même se casser les dents. J'espère juste que ce sera quand même formateur. Mais n'oubliez pas en tout cas qu'il y aura toujours des opportunités et que le FOMO est la pire des choses. Voilà. Ceux qui s'entraînent FOMO aujourd'hui sur Sol, sur Link, sur Rune, honnêtement, vous faites juste le truc classique du débutant qui est complètement obsédé parce qu'il y a un actif qui est en train de faire que monter. Mais il va s'arrêter, il va se prendre des gamelles et vous allez vous prendre des grosses claques. Ça, c'est ce qui va se passer. Et si j'en parle par contre avec certitude, c'est parce que les marchés ne changeront pas, l'être humain ne changera pas. Voilà. Et rien ne monte jusqu'au ciel. Ça également, c'est important de bien l'assimiler. Voilà, donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à partager dans l'espace de commentaires, à débattre un petit peu de tout ça. Et quant à nous, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À très vite.